Et salut Simon, et bonjour tout le monde en même temps. Voilà, bah, écoute, pour cette première audio, nous avons choisi le film de Spielberg, surtout l'occasion un petit peu pour parler de notre relation, bah, déjà parler du film, et surtout profiter de ce film, donc Disclosure Day, désolé pour mon accent, parce que qui est aussi l'occasion de parler de Spielberg, un petit peu bah, son évolution, parce que Spielberg a été connu dans les années 70 quand même avec le film Duel et puis Les Dents de la Mer et puis ensuite bah, évidemment avec cette grande carrière avec Jurassic Park, avec Il faut sauver le soldat Ryan, La liste de Schindler. E.T. évidemment, Rencontre du troisième type, ou avec cette fameuse histoire de Lucas, je pense que je te laisserai ceci, Simon, bien raconter cette histoire entre Spielberg et George Lucas sur les parts entre Rencontre du troisième type et Star Wars. Voilà, toute cette grande carrière qui fait les Indiana Jones aussi, mais c'est aussi très intéressant parce que Spielberg, c'est pourquoi on a choisi Spielberg, parce que c'est quelqu'un qui montre bien l'évolution d'une époque, c'est-à-dire des années 70 à 2026, un monsieur qui a 79 ans maintenant, son cinéma, comment il a évolué, comment il a fait de lui un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Maintenant, des films qui sont plus facilement critiqués et critiquables, qui provoquent moins d'engouement qu'un Christopher Nolan, par exemple, ou qu'un Patrick Thomas Anderson. Un grand public, c'est plutôt Nolan ou Villeneuve. Alors que Spielberg, c'est quand même voilà quelqu'un qui a navigué dans divers films différents, que ce soit bah, de l'horreur, comme je disais avec Les Dents de la Mer, que ce soit du film un peu plus engagé militaire, des films de guerre comme Soldat Ryan ou la Lisa Schindler, des films plus enfantins d'ailleurs comme E.T. ou comme AI, AI qui est un peu moins enfantin, je suis d'accord. Beaucoup de science-fiction, bah, voilà, AI par exemple ou ce Minority Report. Et je vais donc commencer par la petite critique, donc une petite critique donc du film que j'ai vu, donc Disclosure Day, voilà, qui est un film, bah, voilà, qui est vraiment symptomatique de Spielberg et de sa carrière et de sa dernière partie de carrière, où c'est un film qui, je pense, a 40 ans de retard. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai plutôt bien apprécié. Très brouillon. D'ailleurs, c'est David Cup qui fait le scénario. Et David Cup, bah, il peut être capable du meilleur comme du pire, hein. C'est quand même, faut pas oublier que c'est quand même le mec qui a écrit Le Monde Perdu, Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, qui des fois, bah, voilà, dans ses scénarios, va essayer de prendre des partis pris un petit peu bizarres. Donc film, on va dire, en termes de réal, qui est du Spielberg, c'est toujours aussi propre, c'est toujours aussi sympa, toujours aussi haletant, toujours aussi surprenant aussi. Voilà, dans la mise en œuvre du film, dans la caméra, dans la gestion de caméra, c'est toujours bien fait, c'est toujours bien tourné, très précis. Voilà, l'exécution est top. Les acteurs sont toujours aussi bons. Il y a Colin Firth qui est pas mal. Enfin, Colin Firth qui fait un peu le méchant du film. Et en même temps, je dis qu'il est bien, qu'il a un super rôle. Il y a Emily Blunt aussi, qui est un des rôles principaux, qui est pas mal. Le film, le problème, c'est que ben, on sort de là et je dirais, mais voilà, le film a du retard. On n'a pas le même impact qu'un Rencontre du troisième type. Par là est passé des films comme X-Files, voilà, des séries comme X-Files qui parlent beaucoup du complotisme en termes d'ufologie. Alors, quand je parle de complotisme en termes d'ufologie, je suis pas en train de dire que les ufologues sont des complotistes. Après, chacun a sa croyance et c'est pas non plus le but, c'est de dire oh là là, les complotistes ou voici ou faire la zététique. Voilà, c'est ni complotiste ni zététique, c'est un état de fait. X-Files a beaucoup relancé cette espèce de mode sur l'ufologie. Il y a eu des séries comme Roswell qui sont passées par là, des films un peu plus, voilà, plus récents et je pense à Premier Contact qui aborde aussi le terme des extraterrestres, Invasion Los Angeles avec de Carpenter. D'ailleurs, je pensais que ça allait partir sur une espèce d'antithèse dans une époque bah, trumpienne, hein, aux États-Unis, hein, donc engagé anti-Trump, hein, que Spielberg allait prendre ce devant en train de dire, ben voilà, de faire un espèce de contre-pied d'invasion Los Angeles.
Il le fait pas. J'ai trouvé ça dommage, et non pas en termes de politique ou quoi, c'est juste en termes de scénario. Ce n'est pas fait, c'est dommage. J'ai l'impression que voilà, le scénario est complètement flottant. C'est la première fois, j'ai l'impression qu'il y a un sous-texte, qu'il faut plus s'attacher au sous-texte qu'au texte, ce qui est très rare chez Spielberg, qui est un excellent conteur avec ses images, ce qui fait qu'il y a beaucoup de flou. Et c'est dommage parce que le film, on passe pas un mauvais moment, mais quand on sort, on n'est pas émerveillé comme E.T., on n'est pas émerveillé comme Jurassic Park, on n'est pas comme Rencontre du troisième type, hein, parce que le film, c'est clairement dû aux rencontres du troisième type et mélangé à Minority Report. Il y a la philosophie Rencontre du troisième type mélangée à Minority Report. Donc voilà, donc j'ai pas passé un mauvais moment, voilà un petit peu, mais c'est vrai que ça fait un petit peu partie de cette dernière partie de Spielberg, où il y a des petits bijoux comme Fableman, par exemple, mais saupoudrés de films un peu à la Indiana Jones 5, qui ne sont plus vraiment dans leur époque, qui sont un petit peu usés, qui ont eu des films qui ont fait mieux qui ont été meilleurs, qui ont déjà apporté ce sujet. Je vois pas ce qu'il apporte de plus, avec une naïveté dans une époque justement qui est beaucoup moins naïve, avec les réseaux sociaux. Voilà, X, Facebook, enfin, pour ceux qui regarderont le film, le final, vous allez vous dire, c'est pas possible. Dans notre époque, ça ne peut pas se terminer comme ça. La réaction des gens n'est pas, voilà, la réaction des acteurs, la réaction du public, voilà, comme ça, je ne divulgage rien, euh, n'est pas dans notre époque. Et c'est un petit peu, je pense, le problème. Ça fait 2 fois que j'entends le mot ringard. J'ai pas envie d'être aussi méchant que ça. J'ai pas envie d'utiliser ce terme. La première personne qui l'a dit, c'est Durandal. J'ai regardé donc le youtubeur Durandal, que j'aime bien regarder parce que il dit pas tout, parce que je trouve que c'est un des meilleurs youtubeurs en termes de technicité. Et une amie voilà, et une amie qui parle de ringardise. Je pense que le terme est un peu exagéré, est un peu fort, mais je le comprends aussi dans le sens que voilà, par rapport à ce film qui est un peu en retard, qui est naïf, qui justement ne prend pas en compte tout le travail qui a été fait depuis avec des séries, avec toutes les séries qu'on connaît, donc j'ai dit tout à l'heure, avec les films qui ont été faits avant, les films même du même réalisateur en plus, avec l'approche de l'ufologie, avec l'approche du complotisme aussi, avec l'approche des réseaux sociaux. Il y a l'approche des médias. J'ai l'impression que c'est un film qui est un peu décalé, qui est gentillé, qui rentre pas dans le fond, qui rentre pas, voilà, qui ne prend pas parti, qui prend pas un vrai parti politique, ce qui était très étrange parce que Spielberg a tendance un petit peu de temps en temps à prendre un peu parti. Voilà, on a pu avec la liste de Schindler, avec les Indiana Jones généralement, les crânes de cristal par exemple, c'était la grande époque des crânes de cristal. Je sais pas si on sera vous rappeler un petit peu cette histoire. Donc il a essayé un petit peu de s'adapter aux époques. Là, il le fait pas. Jurassic Park, hein, c'est aussi une critique du cinéma, du grand spectacle qui prend le dessus. Et lui-même, voilà, devient un petit peu une copie, un petit peu naïve de ce qu'il était. Voilà, donc le film n'est pas mauvais, le film se regarde, hein, franchement, ça a du Spielberg, mais il faut pas s'attendre à ce que vous ayez les yeux émerveillés, avoir des étoiles partout, avoir des révélations. C'est juste un moment à passer entre copains, qu'après c'est fait un McDo ou un steak tartare en fonction de vos convictions, en fonction de vos envies. Voilà. Voilà mon petit retour là-dessus. Bonjour mon Lorenzo, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta compagne et tes enfants vont bien, que tout se passe bien en région parisienne. Écoute-moi, de mon côté, tout va bien. Là, je viens de courir et tout en courant, j'ai écouté ton message qui est super intéressant. Et, et j'ai plein de choses à dire sur Spielberg. Euh, Écoute, avant d'oublier, oui, l'anecdote sur George Lucas et Steven Spielberg. Je n'ai pas les détails exacts, mais il me semble que devait sortir pratiquement dans le même mois à l'époque l'épisode 4 de Star Wars, donc Un Nouvel Espoir, donc le premier épisode sorti de la saga. Devait sortir en même temps Star Wars 4 et Rencontre du troisième type de Spielberg. Et Lucas était persuadé qu'il se ferait écraser au box-office par Spielberg. Et Spielberg était persuadé, lui, de se faire écraser par Lucas
par Star Wars. Et les deux n'en démordaient pas, ce qui fait que ça a donné lieu à un pari qui est que celui qui bat l'autre au box-office reversera à son adversaire, je crois, de l'argent concernant, je crois, les produits dérivés. Alors, ça, c'est un message à tous ceux qui, avis aux auditeurs éventuels. Pour ceux qui nous écoutent, Lorenzo et moi, on ne prétend pas être un podcast de la vérité, on ne prétend pas détenir les informations exactes. Ce podcast est sous forme de messages audio comme deux amis que nous sommes qui s'envoyons des messages audio avec la distance. Et donc, on a des approximations, on a des vérités, des contre-vérités. Donc, moi, pour ma part, quand j'aurai un doute, je le préciserai. Là, j'ai un doute. Mais effectivement, il y a cette anecdote qui serait authentique, comme quoi, suite au triomphe de George Lucas sur Rencontre du troisième type, il a reversé pendant très très longtemps des droits, je crois, sur le merchandising, notamment les jouets, une partie des parts à Spielberg, qui, lui, on a bien profité pour financer beaucoup de ses films par la suite. Écoute, excellente question pour une première conversation partagée en podcast. Pourquoi Steven Spielberg D'ailleurs, je pensais, pourquoi parler de tonton Steven Spielberg? Pourquoi tonton Steven? Et je pense que la réponse est dans la question que je viens de reformuler. Pourquoi tonton Steven? C'est parce que on est une génération des 30 quarantenaires, plus quarantenaires d'ailleurs actuellement. On a grandi avec le cinéma de Spielberg. Enfin, j'ai grandi comme toi avec les Jurassic Park, j'ai grandi avec les Indiana Jones, avec Hook, qui est un film qui est beaucoup passé à la télévision française, beaucoup plus qu'aux États-Unis. C'est un film bien plus culte chez nous que sur le continent américain. On a grandi avec cette filmographie-là. Donc pourquoi Tonton Steven? Mais on ne peut parler que de Tonton Steven pour commencer une aventure radiophonique sur le cinéma. On doit énormément à ce monsieur, avec tout ce qu'il nous a apporté. C'est un cinéaste qui est extrêmement varié, extrêmement divers, contrairement à ce qu'on peut entendre, parce qu'on a tendance, et tu l'as noté, pendant très longtemps, il a été jugé comme le cinéaste de la naïveté, parce qu'il a choisi dans les années 80-90 de porter son récit à travers des regards d'enfants. Hook, Jurassic Park, tu as tout un arc narratif avec, à travers les enfants, notamment dans la séquence de la voiture qui est mythique. E.T. évidemment, et j'en passe. Et pendant très longtemps, Spielberg, même à l'époque, il était déjà jugé comme le cinéaste de la naïveté. Donc, moi, je n'ai pas vu Disclosure Days. Moi, je ne vais plus beaucoup au cinéma, voire plus du tout. Moi, j'ai un rapport avec le cinéma qui a beaucoup évolué. J'ai regardé beaucoup de films avant. Maintenant, j'adore regarder des analyses de films, toujours. J'adore étudier le cinéma à travers la littérature. Mais je ne vais plus beaucoup en ça. Je ne vois pas beaucoup de films sur Netflix. Voilà, maintenant, je m'informe, mais je ne regarde plus. Mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne porterai aucune critique à un film que je n'ai pas vu. Je ne peux pas dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, mais je trouve ça super intéressant de parler de ce film qui traite donc de l'ufologie, des réseaux complotistes à notre époque, où notamment l'ufologie revient à la mode suite à la déclassification, je crois, de beaucoup de documents par la CIA qui confirmeraient qu'il y a bien des objets non identifiés que même les plus grands experts n'arrivent pas à analyser. Et ça a bien sûr relancé toutes les théories plus ou moins farfelues. Après ça, c'est un autre domaine auquel on ne touchera pas. Déjà parce qu'on s'y intéresse pas. Pour ma part, je m'y intéresse pas. Et surtout, chacun a les croyances qu'il veut. Hein. Et donc, du coup, ça ne m'étonne pas quand tu me dis que Spielberg a ce train de retard qui, je pense, est-ce qu'il a toujours eu ce train de retard? C'est une bonne question. Je pense que ça a été un cinéaste, au contraire, qui a eu un train d'avance, à un moment sur tous ses, sur la plupart de ses confrères du nouvel Hollywood, avec des Coppola, des Lucas. Il a été longtemps
assimilé au cinéaste du commercial, le cinéaste du marketing. Je trouve que c'est un peu galvaudé comme comparaison, mais toujours est-il qu'il a toujours été très novateur. Enfin, les Jurassic Park, utiliser la technologie animatronique pour ces dinosaures, c'est brillant. Et je trouve que le premier Jurassic Park a pris un coup de vieux qui est très noble. Il vit beaucoup mieux qu'un Jurassic World où déjà ça fait mal aux yeux, je t'assure. Euh, euh, Rencontre du troisième type, effectivement, ça a échoué, mais il y a beaucoup de poésie dans ce film et faire tout un film un peu nouvelle vague, d'où la présence de François Truffaut au film, même pour l'époque, c'est déjà très très osé, très novateur. Spielberg, et ça, c'est un réalisateur qui a été longtemps en avance. Et est-ce qu'en vieillissant, est-ce que son cinéma évoluant, est-ce qu'il n'aurait pas, est-ce qu'on peut pas dire tout simplement que Tonton Steven a vieilli et que il voit peut-être le monde à travers les yeux d'un homme qui a du mal à voir son monde évoluer aussi vite et peut-être dans une direction auquel il n'a pas souhaité, ça je ne sais pas. Euh, Et pour venir à ce que tu disais sur l'engouement, effectivement, Tonton Steven, lui, ne cultive pas la rareté, contrairement à un Nolan ou à un Anderson, où eux, ils vont mettre 4-5 ans pour faire un film, ils vont beaucoup en parler à l'avance. Il va y avoir tout un mythe autour de ces films. Ça, ils aiment beaucoup faire ça, notamment Nolan. Il aime bien créer une mythologie autour du film qu'il est en train de faire. Pour ça, il est très très fort. Là où Spielberg, lui, n'est pas dans ça. Spielberg, lui, il est vraiment dans la production, à faire le plus de films qu'il a en tête. C'est peut-être aussi pour ça qu'on le traite de ringard, injustement d'ailleurs, c'est que il nous en offre beaucoup. Est-ce qu'il nous en offre pas trop d'ailleurs? Parce que dernièrement, il a été extrêmement productif. Et de ce que je crois lire, une fois de plus, je n'ai pas vu ces derniers films, est-ce qu'il n'a pas été assez inégal dans ses derniers résultats? Parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'entends pas, j'entends pas dire extrêmement du bien d'un de ses derniers films. Euh, mais après, c'est aussi, je pense, le complexe de Spielberg qu'il a envers le cinéaste qu'il a toujours adulé, à savoir Stanley Kubrick. Ce qui est fascinant avec Spielberg, c'est qu'il se revendique encore aujourd'hui de Kubrick, alors qu'il n'a jamais été autant à l'opposé de son maître. C'est-à-dire, son maître, Kubrick, je crois de tête, il fait 12 ou 13 longs métrages, 12 si on compte pas Spartacus. Euh, Spielberg, lui, les 12 longs métrages, je pense qu'il les a dépassés quand il avait peut-être 50 ans, et encore, je pense pas. Spielberg, je crois qu'il est à. Il est, je sais pas combien de films réalisés, Spielberg. Plus de 20, c'est sûr, mais c'est complètement dingue la production qu'il a. Euh, Spielberg, quelqu'un qui va vite, à la différence de Kubrick, qui allait très, 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 très lentement, qui était très méticuleux, qui était maniaque, qui ne pouvait pas sortir de chez lui. Spielberg, lui, il va partout, il prend l'avion partout, il se déplace partout, et il produit beaucoup surtout. Et je vois pas, j'ai pas d'exemple de cinéastes qui produisent à ce point et ont toujours cette aura de respectabilité de film en film. À part Woody Allen, où lui, il faisait un film par an et il y avait toujours les éloges de la critique et du public, mais je pense que Woody Allen, il y a beaucoup, beaucoup de marketing derrière ça. Je pense que Woody Allen, et si on disait que Spielberg était le cinéaste commercial, je pense qu'on peut aussi mettre ses lauriers à Woody Allen, qui est le cinéaste du marketing. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a très très bien joué des réseaux, notamment de la presse, pour vendre son cinéma et arriver à créer autant d'engouement de film en film et d'année en année. Et c'est peut-être quelque chose que n'a pas réussi Tonton Steven, c'est arriver à créer cet engouement de film en film. Après, il y a aussi malheureusement, et tu me diras ce que tu en penses, et ça va me donner l'occasion de te laisser la parole. Est-ce que Spielberg ne s'est pas perdu dans certains projets? Je pense notamment au Bon Gros Géant, qui est un film qu'il n'aurait pas dû réaliser. Je crois que c'est une de ses assistantes qui aurait dû le réaliser, mais qui est décédée malheureusement. Et à titre d'hommage, il a réalisé le film, il a pris toute une production en cours et ça a donné un film qui n'est pas, n'est pas formidable malheureusement. Même si c'était un film à titre d'hommage, il compte quand même dans sa filmographie. Euh,
Est-ce que des films comme le Terminal, on s'en était beaucoup. Les critiques américaines s'en étaient beaucoup moquées. Le Terminal, c'est extrêmement naïf pour le coup. Est-ce que c'est pas sa trop grande production ou est-ce que c'est certaines histoires qu'il a développées qui entachent un peu euh, sa légende? Parce qu'au final, quand on va faire la carrière de Spielberg, on retient essentiellement les films de ces deux premières périodes, à savoir son entrée en fanfare avec Duel, avec Les Dents de la Mer, les Jurassic Park, les Indiana Jones. Enfin, ces deux arcs narratifs de sa vie qu'on retient, qui sont notamment les arcs narratifs de notre enfance, qui sont les films avec lesquels on a grandi. Est-ce que l'espèce de colère qu'on a ou la déception qu'on éprouve envers Tonton Steven, est-ce que c'est parce que euh, on n'aimerait pas. Est-ce que notre ennemi n'est pas la nostalgie pour reprendre la thèse du joueur du grenier? Est-ce que notre ennemi à nous, c'est pas Spielberg, mais c'est cette espèce de nostalgie, cette espèce de fascination qu'on a pour le passé, ce qui a été fait avant, et qu'on revient toujours à comparer à ce qui a été fait avant, avec ce qu'on a connu, qui est toujours mieux parce qu'on a grandi avec, et ce sont un peu nos Madeleines de Proust à nous. Est-ce que le problème est Steven Spielberg qui vieillit ou est-ce que c'est nous qui vieillissons? Ou les deux? Je te laisse en juger, mon Lorenzo. Bonne journée à toi. Et bonjour Simon, écoute, ouais, écoute, ça va bien de mon côté, nickel. Les enfants, écoute, on termine l'année scolaire, on prépare aussi la rentrée prochaine pour le collège, là, de la petite. Voilà, c'est cool, c'est cool. Et ce soir, je me prépare pour aller à la piscine. Voilà, c'est sport, enfants, écriture, et beaucoup de choses, comme beaucoup d'activités. Même que si j'ai arrêté le théâtre, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup d'écriture. Ça, on en parlera à l'occasion. On aura d'autres occasions d'en parler. Merci beaucoup aussi d'avoir précisé pour la précision pour le fonctionnement du podcast. C'est vrai qu'on n'a pas du tout, j'ai pas du tout dit ça en introduction. Je t'ai laissé le soin de le faire. Voilà, on n'est pas des experts et tout, on est des passionnés. Voilà, on habite à l'opposé du pays, mais on se connaissait depuis longtemps. Voilà, et c'est vrai que c'était un petit peu l'occasion maintenant et de pas de cinéma et aussi de cinéma et d'autres activités artistiques et en même temps de voir un petit peu notre regard, voilà, qui a changé depuis, on va dire, une dizaine d'années, enfin pour ma part, voire même une vingtaine d'années, depuis qu'on s'intéresse à tout ça. Donc voilà, c'est bien de l'avoir reprécisé en effet, de ne pas dire qu'on est des grands experts. Euh, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, alors déjà, oui, petite anecdote, tu cherchais le nombre de films réalisés par Spielberg, et j'ai regardé sur Wikipédia, alors donc il y en a 35 officiels, plus deux, on va dire, non officiels, dans un épisode de la quatrième dimension. Et après, il y a toute une série de séries et de films qu'il a produits. Donc ça, c'est plutôt à savoir. Et entre autres, dans sa production, il a produit, il faut savoir qu'il a produit Mémoire de nos pères, donc là de Ejo Iwa, si je me suis désolé si j'écorche, Mémoire de nos pères, donc de Clint Eastwood. Il y a Super 8 qu'il a produit, il y a Band of Brothers qu'il a produit, c'était juste après Soldat Ryan, et il a aussi produit Hamnet, Hamnet qui était un film sur Shakespeare qui est sorti cette année, que je conseille, un super beau film, qu'est-ce qui a poussé Shakespeare à écrire Hamlet, et voilà, qui était de Chloé Zhao, donc une jeune réalisatrice qui est en vogue, hein, qui monte bien, qui a un cinéma plutôt intéressant. Donc, oui, c'est quelqu'un qui est tout le temps en ultra activité, ce qui montre qu'il est très varié, aussi bien varié dans son métier, que ce soit voilà, que ce soit en termes de production, que ce soit en termes de réalisation, de scénarisation, de scénario, pardon aussi. Voilà, donc il est très varié, donc voilà, net, on n'est pas du tout sur de l'enfance, on est sur du Shakespeare. Band of Brothers, voilà, pour ceux qui connaissent la série, on suit la 39-45, l'arrivée des Américains, la période 45 du débarquement des Alliés des Américains jusqu'à la fin de la guerre.
La série est plutôt très, très dure d'ailleurs, elle est très, très dure, elle est, je vais pas dire violente bien sûr, mais elle est très dure, elle est sur le même ton que Soldat Ryan et c'est pour ça que pour revenir sur le cinéma varié, oui, tu parlais de Hook, de l'enfance, on parlait de Jurassic Park qui reste quand même un peu plus violent, mais il faut pas oublier que de E.T. aussi tu parlais, mais il faut pas oublier, voilà, le Soldat Ryan qui est quand même pas un film qu'on montre à des enfants, La liste de Schindler qui parle quand même de la Shoah. On parle, c'est comme celui, il s'est révélé sur les Dents de la Mer, qui est donc un film horrifique, pareil, que tu peux pas montrer aux enfants, même si c'est toujours une présence d'enfants, hein, dans les Dents de la Mer, on les voit bien, les enfants. Dans la liste de Schindler, bah, il y a la scène de la petite fille en rouge, tu peux pas la rater. Soldat Ryan, je crois qu'il il y a un des soldats qui s'est buté en voulant sauver un enfant. Enfin, donc déjà, il y a ce rapport-là, mais il y a quand même une certaine violence. Amistad, pareil, c'est un film. Alors, je crois même pas qu'il y a d'enfants, qui est assez dur sur l'esclavage. Je crois que c'est une mutinerie sur un bateau, enfin, un bateau d'esclaves. Donc, c'est un cinéma qui est vraiment très, très varié. Et puis même Rencontre du troisième type, on peut pas trop dire que c'est un cinéma dédié aux enfants, parce qu'en Rencontre du troisième type, on se rappelle beaucoup de la fin avec la musique très jolie, mais on oublie que tu as un enfant qui disparaît, la scène où il y a un gosse qui disparaît, qui se fait kidnapper par les extraterrestres, elle est ultra anxiogène. Il y a une autre scène aussi, pareil, qui était ultra anxiogène, c'est avec l'hélicoptère qui les poursuit. Donc il joue sur beaucoup de cordes. C'est un excellent conteur par l'image, et c'est ça qui est la force de Spielberg, c'est comment il raconte une narration par l'image. C'est peut-être un peu ce qui se perd, mais même j'ai regardé un petit peu ces 20 dernières années, depuis Munich 2005, on a tendance un petit peu à tort de dire qu'il a un cinéma, voilà, que ses derniers films ne sont pas si bons que ça. Oui, effectivement, il y a Indiana Jones 4, il y a Indiana Jones 5, il y a Bon Gros Géant. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il a aussi fait Lincoln. Il a fait d'ailleurs, j'ai calculé Lincoln. Donc Lincoln qui a gagné un Oscar, Daniel Day-Lewis, hein, qui jouait Lincoln, et Bon Gros Géant a été fait entre Le Pont aux Espions et Pentagon Paper. Donc deux gros films bien politiques. Donc au milieu se met ce petit film voilà, plutôt de Roald Dahl, hein, une adaptation de Roald Dahl. Donc oui, il se permet, puis je pense aussi qu'il peut se permettre un petit peu plus de folie parce que ben voilà, il a sa réputation, parce qu'il a sa production, parce que bon, il a gagné beaucoup d'argent, comme tu l'as rappelé avec l'histoire de Lucas. Ben voilà, il a encore des parts et je crois qu'il a encore des parts, hein, dans Lucasfilm puisque c'est lui qui a toujours son mot à dire sur Indiana Jones parce que Disney voulait passer sur du Chris Pratt, hein, une nouvelle Indiana Jones avec Chris Pratt, tout rebooter, repartir, et ça a échoué parce que Spielberg, ben, il a toujours ses parts et lui, Indiana Jones, c'est à lui. Et c'est lui qui, voilà, pour lui, c'est Harrison Ford. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Je pense que je ne sais pas. Après, ça reste quand même son œuvre, donc c'est lui qui fait ce qu'il veut pour l'instant. Après Disney, ben voilà, c'est le jour où Spielberg ne sera plus producteur, n'aura plus de part dans Lucasfilm, le jour où il cessera le cinéma, ben voilà, Disney fera ce qu'il voudra, mais pour l'instant, Indiana Jones, c'est lui qui a le dernier mot, c'est à lui, donc il décide. Après, est-ce que Spielberg s'est perdu? Ben, j'ai envie de te dire non. Non, parce que bah, il produit beaucoup, comme je te le disais. Il peut se permettre ce qu'il veut. En fait, il se permet plus de choses. En fait, il y a Jean-Baptiste Toré à propos de Scorsese qui disait Scorsese passe la vitesse supérieure. Spielberg a 80 ans. Bon, bah voilà, c'est un vieux monsieur, il commence à approcher en fin de vie. Donc, comme Ridley Scott, comme Scorsese, bah voilà, il veut continuer à travailler, il veut continuer à développer son imaginaire jusqu'à ce qu'il casse sa pipe, hein. Voilà, Ridley Scott, on râle beaucoup pour Prometheus et Alien Covenant. Faut pas oublier qu'il a fait Cartel, faut pas oublier qu'il a fait Tout l'argent du monde sur l'histoire du milliardaire Getty et son fils qui a été kidnappé. Il a fait Le Dernier Duel. Scorsese, pareil, maintenant il fait Irishman, il a fait le dernier film avec DiCaprio et De Niro, et c'est pareil pour Spielberg, il continue son cinéma, il continue à faire ce qu'il veut en projet. Je pense qu'il a vieilli. Effectivement, comme je te disais, dans le film qu'il a fait, donc Disclover Day, bah, ouais, on a un petit peu,
on n'est pas trop réaliste sur la fin. À la fin, à un moment, enfin, il y a une partie où, à un moment donné, tous les gens regardent attentivement les téléphones portables pour être convaincus du discours, alors qu'en fait, aujourd'hui, dans le complotisme, dans l'après-Covid, bah, tu as des gens qui vont dire oh là là, les médias nous mentent, et ceux qui vont dire non, les médias ont raison. Enfin, on connaît toujours ce truc-là, cette espèce de ce côté bilatéral, on va dire, euh, que Spielberg renie un petit peu. Et puis, puis voilà, puis ce côté ufologie, on le survole. Complotisme, ufologie. Quand j'ai complotisme, ufologie, hein, attention, je ne dis pas que les ufologues sont des complotistes, hein, loin de là, comme tu disais, voilà, chacun sa pensée, et c'est pas le sujet, c'est surtout que, ben, voilà, est-ce qu'on nous cache des choses sur les extraterrestres? En plus, il y a les dossiers là qui devraient ressortir. Donc voilà, c'est pas forcément. Voilà, c'est pas faux, donc c'est pas forcément voilà un cinéma. Voilà, il reste naïf, mais je pense qu'il y a des sujets qu'il maîtrise plus trop. Puis à 80 ans, voilà, peut-être plus trop envie de rentrer à l'intérieur des sujets comme c'était à l'époque et d'aller vite. Et quand tu vas vite, bah forcément, tu oublies de travailler ta profondeur. Euh, et j'ai envie de parler un petit peu de la nostalgie. Dans le message de la nostalgie. En termes de nostalgie, je pense que la nostalgie n'est pas forcément notre ennemi. Moi, je pense que la nostalgie, moi, je regarde les films que je regarde, c'est vrai qu'il y a plus ce côté familial. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut dire que le cinéma a un petit peu cassé comment on appelle ça, l'espace commun cinématographique a été un peu brisé parce que ben, je pense qu'avec les réseaux sociaux, les critiques, maintenant, chacun il va de sa critique, chacun il va de son expertise. C'est ça qu'il est bien de presser que nous ne sommes pas des experts. Et on va aussi sur des valeurs sûres. Moi, par exemple, ma valeur sûre, c'est montrer à mes enfants des films que j'aimais bien regarder avant. Gremlins, qui reste une valeur sûre. Tu avais parlé de Hook, tu avais parlé de E.T., comment ça s'appelle Un jour sans fin. Je montrais Un jour sans fin à mes enfants. Une histoire sans fin aussi, que j'ai montré à ma fille. Donc oui, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Le cinéma est très cher. Moi, en tant que père de famille, c'est-à-dire que qui va garder mes gosses? Est-ce que j'emmène mes gosses? Est-ce que j'y vais seul? Est-ce que j'y vais avec ma conjointe? Parce que si je vais seul, ça veut dire que je laisse ma conjointe seule avec les gosses. Si je vais avec ma conjointe, il faut dire que je paye quelqu'un. Est-ce que toutes ces dépenses valent le coup si le film... Parce que voilà, il y a beaucoup de films que j'ai vus comme Brutaliste, comme Une bataille après l'autre, ou autre, qui étaient des films plutôt décevants. Voilà, il y a d'autres films que j'ai vus. Effectivement, j'y vais beaucoup moins aussi au cinéma parce que voilà, déjà j'évite tout ce qui est Avengers, Star Wars et compagnie, toutes les franchises. C'est pas ce que je recherche. Et alors, j'ai eu des très bonnes. Moi, je suis très axé film français. Là aussi, faut fouiller, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, il y a les films de, je sais plus quoi il s'appelle, le gars qui a fait Perdrix, la fille de son père, qui était très bien, qui datait l'an passé. J'ai vu Mon Comte de Monte Cristo. Mais voilà, là il y a la surprise du cinéma qui devient cher. Faire regarder ses gosses, c'est cher, faut payer nounou. Si tu vas avec tes gosses, après faut aller au restaurant. Enfin voilà, c'est quelque chose ça peut vite on peut vite dépenser de l'argent. Et si en plus ton film il n'est pas bon, là, le temps que tu as mis à ne pas voir tes gosses parce que tu as payé une nounou, parce qu'il t'a voulu sortir ou quoi, ouais, ça devient compliqué. Donc déjà, il y a cette partie-là. On va sur des valeurs sûres. Je le vois aussi en bouquin, je le vois aussi en série, je le vois en film. Donc la nostalgie, voilà, oui, c'est plus une valeur sûre, comme ça en musique. Il n'y a pas ce côté petit vieux, c'était mieux avant, ce côté, non, je pense que déjà, il y a beaucoup de films qu'on n'a pas vus avant, qu'on a envie de faire découvrir. Après, aujourd'hui, on continue, tu vois, en nostalgie. Quand je vais voir un Nolan, c'est parce que j'aimais le cinéma de Nolan, je le fais découvrir à ma fille maintenant, et je sais que c'est une valeur sûre. Quand je vais voir un film de Spielberg, c'est une valeur sûre pour moi. Paul Thomas Anderson, même si j'ai dit que j'étais déçu de son film Une bataille après l'autre, ça reste un film, ça reste un réalisateur que je suis dans le. Voilà, je peux être déçu, je vais pas être déçu. Donc, oui, forcément, il y a des. La nostalgie n'est pas forcément notre ennemi. Je pense que justement, c'est pour ça que je fais attention avec Spielberg quand je parle du film que j'ai vu, donc Disclosure Day, pardon.
le problème, c'est pas, voilà, je fais attention, j'essaie de prendre le film comme il est, j'essaie de le voir, je veux pas dire que Spielberg est en train de perdre pied, non, il a fait son boulot. Tu regardes son CV, il a quand même un sacré CV, il a quand même a beaucoup apporté sur le cinéma. C'est quelqu'un qui en fait un cycle, comme c'était le cas pour Scorsese, ou pour, comment il s'appelle? Pour Ridley Scott, ou Coppola, hein, d'ailleurs. Mais voilà, et le problème, c'est que tu as des réalisateurs aujourd'hui qui se brûlent les ailes encore plus tôt. Tu vois, Villeneuve avec son Dune, je suis pas sûr du coup, tu vois. Jordan Peele, ouais, il a fait 3 films, le gars, maintenant, on l'a survendu, mais il rapporte plus rien. Je pense à Jeff Nichols, ou Mike Nichols d'ailleurs aussi. Jeff Nichols, pareil, c'est un réalisateur qu'on voit plus trop non plus. Gareth Edwards, enfin, la liste elle est longue, hein. Donc là, on parle d'un vieux monsieur qui a fait une sacrée carrière, qui a beaucoup apporté, comparé à d'autres réalisateurs comme J.J. Abrams. Tiens, voilà, on parle de Star Wars, J.J. Abrams, franchement, qu'est-ce qu'il apporte au cinéma? Voilà, donc, ce que je veux dire, oui, la nostalgie n'est pas une ennemie. C'est juste que ça apporte une valeur sûre. On aime aller de là où on aime aller. Ça ne nous empêche pas d'aller à l'aventure un petit peu de temps en temps, mais voilà, on aime bien, on sait où on veut aller. Et surtout, ben voilà, parce que derrière, il y a un coût, il y a du temps, et, et que le cinéma, ben voilà, ça peut être, comment dire, bah, oui, c'est quelque chose en plus l'espace, voilà, pardon, je me suis un peu raté sur la fin pour clôturer. Voilà, avec un espace cinématographique qui a été un petit peu pourri par les réseaux sociaux, qui a été pourri par les franchises, qui a été pourri, voilà, où on nous propose d'ailleurs les franchises ont marché parce que c'était des valeurs sûres et donc, mais qui créent aussi du conflit. Je pense que la nostalgie a ce côté doudou qui est très très important et qui donne envie en fait puisque l'espace commun a été ébranlé, on a envie de se retrouver plus entre amis, entre communautés ou en famille, et faire découvrir ce qu'on aime, partager. Moi, tu vois, moi ce que je fais de partager, j'aime bien, voilà, montrer E.T., j'étais content de montrer E.T. à ma fille, ou que pareil, et puis d'autres produits comme le dessin animé Batman. Là, dernièrement, je montrais Batman à ma fille, je montrais Star Wars. Et voilà, donc Star Wars, les anciens Star Wars, trilogie et prélogie. Voilà, donc c'est continuant ensuite au fur et à mesure, je m'initierai à d'autres films de Spielberg au fur et à mesure là plus tard ce sera Jurassic Park et puis donc ouais, donc la nostalgie, non, je pense que la nostalgie peut être aussi une arme pour faire les bases. Enfin, moi en tant que père, et je vais terminer là-dessus, en tant que père, la nostalgie, c'est aussi une base intéressante pour, en termes d'apprentissage, de transmission à ses enfants. Après, ma fille regardera ce qu'elle voudra en cinéma, mais elle a déjà une base de transmission parce qu'elle s'y connaît bien en cinéma. Elle commence à avoir elle-même son propre avis, ses émotions et son propre avis. Donc voilà. Donc je pense, voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Voilà. Bah, écoute, je te dis à bientôt. Enfin, je pense qu'on voilà. C'était surtout là-dessus que je rebondissais. Je voulais savoir, ben voilà, que je te laisse me dire ce que tu en penses. Un dernier point aussi dont j'ai pas parlé quand on parle de la nostalgie, parce que je me suis un peu parlé de la nostalgie personnelle en montrant par rapport au cinéma où j'ai plus montré des films anciens que récents et mon rapport par rapport au cinéma actuel. Pareil pour le théâtre et la littérature. Il y a aussi quelque chose qui est important qui est important aussi chez Spielberg, c'est que la nostalgie est quand même très présente dans son cinéma. Nostalgie, voire même il y a même mélancolique. Je conseille d'ailleurs Fableman. Fableman, c'est presque un film autobiographique, très personnel sur un amour au cinéma. Et on le voit dans Indiana Jones. D'ailleurs, Indiana Jones 4. Même s'il n'est pas très très bon, on voit très bien qu'il y a une petite nostalgie de cette grande époque avec Sean Connery, même le Indiana Jones qu'il avait fait avant. Il y a ce rapport à l'enfance qui a, comme dans beaucoup de films, Jurassic Park, Jurassic Park qui est un petit peu une critique. D'ailleurs, c'est Crichton déjà avait refait avec des dinosaures ce qu'il avait fait avec Westworld. Lui-même s'empare de Jurassic Park pour critiquer
critiquer le monde moderne, le monde du spectacle et surtout le côté blasé du spectateur. Et c'est assez drôle parce que Spielberg semble se plaindre des spectateurs qui sont blasés. Et aujourd'hui, on parle d'un film où, voilà, où les spectateurs qui n'attirent plus beaucoup, qui n'est plus le grand Spielberg d'antan, et où il y a la critique. Donc c'est marrant parce que le public critique ce que fait Spielberg, mais Spielberg critique un petit peu la frustration, l'aigreur, le côté blasé de son public. Et ça c'est plutôt, c'est très intéressant, enfin, dans Nostalgie. Elle est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très, très prégnant. Et le fait qu'il ait terminé Fableman, voilà, est vraiment caractéristique. Ready Player One aussi, hein, qui est un film très nostalgique parce que c'est un côté très très geek qui parle aux geeks. Alors je sais pas trop les retombées de ce film, mais je sais que ça parle vraiment de ça, qui est voilà, qui caractéristique aussi de son époque. Et ça peut, voilà. Et Ready Player One a tout ce côté très années 80-90. Pareil, c'est un petit peu le reproche que je fais à Disclosure Day actuellement, où c'est très années 80-90. Beaucoup de gens, d'où ce que je disais, quand beaucoup de gens n'ont pas trop aimé pour le côté un peu ringard, un peu en retard. Et en même temps, oui, parce qu'on voit beaucoup de Minority Report. Enfin, il y a ça me fait penser à Minority Report, à Rencontre contre un type. Là, je me répète un peu sur ce que je disais au début. Mais donc, quand on évoque Spielberg, on ne peut parler aussi que de son rapport à la nostalgie. La nostalgie d'une autre époque. Voilà, en plus, voilà, un monsieur qui prend de l'âge. Une nostalgie d'une époque, une époque où le cinéma est en train de se reconstruire avec ce nouvel Hollywood, hein, Scorsese, Spielberg, Ron Howard, hein, ne pas oublier, donc Ridley Scott, Cameron, enfin, qui s'est construit avec des effets plutôt carton-pâte, avec des effets à l'ancienne. Tu me parlais de Jurassic Park, où ça commence un petit peu à vieillir. Là maintenant, et quand on le compare à Jurassic World, on voit que Jurassic World vieillit encore plus que vieillit encore plus mal que Jurassic Park. Pourtant, Jurassic World est censé être plus récent. Jurassic World, qui d'ailleurs aussi est une critique un petit peu du grand spectacle du cinéma et le côté blasé du spectateur quand il voit le grand spectacle, qui réagit, qui n'arrive plus à s'amuser. Moi, pour être honnête, je me reconnais un peu là-dedans aussi. Moi, c'est ce qui m'intéressait dans le cinéma. C'est pour ça que les super-héros, toutes les franchises, que ce soit Marvel, que ce soit les Star Wars, que ce soit ou d'autres franchises, hein, Transformers ou autres, c'est pas le cinéma qui m'intéresse. Moi, le cinéma qui m'intéresse, c'est le cinéma de Roger Corman. Voilà, je suis un grand fan de Roger Corman ou de Cronenberg, avec un petit peu du carton-pâte, avec très peu d'effets numériques, beaucoup de maquettes. Même si on le voit, c'est pas grave. C'est surtout comment tu vas créer l'illusion. Aujourd'hui, on fait du numérique et pas forcément intéressant. Alors là, ça fait peut-être vieux con, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. C'est bien l'effet numérique, hein, voilà, je veux dire, j'aime beaucoup la prélogie Star Wars. C'était les débuts du numérique. Sans numérique, je sais pas quelle tronche aurait eu Gollum. Les Planètes des singes, les origines, j'ai beaucoup aimé. Et pourtant, il y a appel au numérique aussi. Donc c'est vraiment un peu. Ouais, on joue un petit peu sur la nostalgie d'une espèce d'époque. Il ne faut pas renier la nouvelle technologie. Et d'ailleurs, il ne le renie pas, hein, la nouvelle technologie. Mais forcément, à un moment donné, le monde il avance. Et je pense que lui-même s'en aperçoit dans son cinéma où on regrette une certaine époque sans renier que l'époque actuelle, que ses évolutions, son avancée dans son cinéma. Mais qu'on commence, qu'à un moment donné, on va finir par être dépassé. On va juste prendre quelque chose de plus actuel. Je vais, comme ça, c'est l'occasion de parler de cette autrice, une politologue d'ailleurs,
Chloé Morin, voilà, de Chloé Morin. Pourquoi je parle d'elle? Je voulais pas, on le voit avec l'IA. Comment les gens fonctionnent avec l'IA. Il y a les gens complètement BA. L'IA, ça va être moderne, ça va être superbe, c'est quelque chose de fou. Ceux qui sont sceptiques, qui pensent que l'IA, bon, ben, ça va être la mort du travail, ça va être la mort de la conscience humaine, de l'humain et compagnie. Chloé Morin, pourquoi j'en parle? Parce qu'elle avait répondu, je ne sais plus sur quel journal, je crois que c'était Le Parisien, par rapport à l'encyclique du pape. Et c'était très très intéressant parce qu'elle disait, voilà, le pape a fait une très bonne encyclique, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ok, il y a les peurs, il y a aussi les joies, mais voilà, faut pas oublier que qu'est-ce que l'IA? Se mettre à la peau que l'IA, c'est une jeune étudiante qui va aussi arriver chez elle et qui va s'adresser à une IA, qui aura confiance de parler à quelque chose de factice. Et qu'est-ce que ça va lui apporter? Quels sont les dangers? Mais en même temps, qu'est-ce que ça va lui apporter? Y avoir une autre réflexion, voire une réflexion différente que oh là là, l'IA c'est la fin du monde, ça va prendre nos boulots, ou l'IA c'est super, c'est magnifique. Et pour revenir à Spielberg, c'est ça. Il va essayer, il ne renie pas le monde qu'il est. Il a la nostalgie du monde d'avant, dans le monde dans lequel il a évolué, il s'est fait connaître, où il a eu ses grandes heures, mais continue quand même à avancer, commence un petit peu à être dépassé, commence un petit peu à lutter pour ne pas être dépassé. Et il y a cette espèce d'entre-deux, voilà, où forcément il va commettre des erreurs, où forcément il sera beaucoup moins, qu'il y ait beaucoup moins d'engouement, mais il reste là, il reste quand même accroché dans son métier. Et voilà, et je termine sur un petit bruit de scooter. Et je reprends la main sur ce magnifique bruit de scooter parisien. Je suis très heureux de savoir que ta compagne et tes enfants, tout le monde se porte bien. Ici, tout se passe bien. Là, je me rends je suis sur mon trajet pour le travail. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. La nostalgie n'est pas notre ennemi. C'est effectivement un doudou face à un cinéma. Je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est pas qu'on n'aime pas son évolution, mais nous n'aimons pas forcément le cinéma qui est mis en avant. Donc le cinéma dit de super-héros, ce que j'appelle le cinéma de la corporation. D'ailleurs, ce que Spielberg, excellente transition. Euh, Quand les Avengers arrivent au cinéma, Spielberg avait fait cette sortie qui maintenant est tout à fait exacte. Il dit en fait, le cinéma hollywoodien, toute l'économie du cinéma américain doit sa survie à des. Alors, je ne sais plus la traduction en anglais, mais c'est quand tu traduis littéralement, c'est des piquets de tente. En fait, l'économie du cinéma américain dépend par an de un ou deux films, voire un seul dans l'année, qui est ce piquet de tente. Et si ce film marche, ça a des retombées économiques positives sur toute l'industrie hollywoodienne, sur tous les studios. C'est un peu la théorie de Malraux, le fameux ruissellement vers le bas. Et effectivement, on est à un moment où, malgré la multiplication des productions sur Netflix, sur Amazon, sur maintenant Paramount, tout ce que tu veux, le cinéma, si tu as un ou deux gros projets majeurs qui échouent successivement, je ne dirais pas que toute l'économie du cinéma s'effondre, mais elle serait grandement remise en question. Notamment, je pense, aux salles de cinéma elles-mêmes. Et c'est ce que tu étais en train d'esquisser, c'est que, tout comme moi, tu es quelqu'un qui ne va presque plus en salle de cinéma parce que, en ce moment, il y a une espèce d'ensauvagement des spectateurs, notamment des plus jeunes dans la plupart des grandes villes. Et pas que des jeunes d'ailleurs, parce que moi, je suis dans une ville où il y a beaucoup de personnes âgées, dans le sud de la France, et tu as quand même des gens qui se permettent de répondre au téléphone, mais qui ont un âge somme toute respectable. Et tu te dis, mais les gens ont tellement l'habitude de regarder des films et du cinéma dans leur salon que
En salle de cinéma, il ne voit pas l'incorrection de répondre au téléphone ou de parler à voix haute. De toute façon, on va connaître, toi et moi, la fin. Alors, peut-être pas la fin définitive des salles de cinéma, mais on va connaître euh, la fin de ce monopole. D'ailleurs, ce qui est déjà le cas. Le monopole est en train d'être notre écran de téléphone, notre écran de télévision, notre rétroprojecteur, pour ceux qui sont un peu plus esthètes. Et tu vois, Spielberg disait ça. Il y a ce film, piqué de tente, ce Deadpool, je crois que c'est, Tenpole en anglais, dont dépend l'entièreté, voire une grande partie du cinéma américain. Et c'est ce cinéma-là qu'on fuit. Donc, la nostalgie, effectivement, il ne faut pas s'enfermer dedans parce qu'on ne peut être que déçu parce qu'on s'enferme dans des préjugés, on s'enferme dans le passé et on sait très bien que c'est très mauvais de s'enfermer dans le passé. Il faut être ouvert au présent, ouvert à l'avenir, sans renier le passé. Il faut être nostalgique. C'est super, c'est super important. Mais si tu veux, il faut aussi savoir ce qui se fait en ce moment, même si ce n'est pas forcément à notre goût. Bah, c'est ce que je fais, je m'informe, même si les productions actuelles ne, ne m'intéressent pas forcément, tu vois. Et je voulais illustrer toute ta thèse sur l'évolution du cinéma de Spielberg par deux films faits par Spielberg pour illustrer ce que tu as dit et peut-être clore la conversation. C'est deux films qui sont très très importants et peut-être qu'on parle pas assez, ou on ne parle pas assez de ces films pour les bonnes raisons. C'est Intelligence artificielle, film qui d'ailleurs aujourd'hui porte très très mal son nom, et tu l'as mentionné, Ready Player One. Intelligence artificielle, c'est un film qui est extrêmement important dans la filmographie de Spielberg, pour une raison, c'est que c'était le projet de Kubrick qu'il devait faire après ou avant Eyes Wide Shut. C'était un de ces fameux films qu'il avait dans ses tiroirs avec Napoléon. Et il voulait absolument faire ce film et Spielberg aurait repris le bébé, ou Kubrick aurait confié le bébé à Spielberg. Et Spielberg, évidemment, qui est à genoux face au mythe Kubrick, il admet lui-même en interview, voulait reproduire ce scénario, qui est donc une relecture, une réinterprétation du mythe de Pinocchio, mais dans un monde futuriste. Et il y a notamment cette fin qui est extrêmement triste, où tu as cet enfant robot, cet enfant intelligence artificielle qui sombre au fond de l'eau et qui reste sous l'eau pendant je ne sais plus combien de temps, plusieurs siècles. Et quand il est remonté à la surface et qu'il a survécu, puisqu'il est immortel, il est éternel, il se retrouve dans un monde encore davantage futuriste, qu'il ne comprend absolument pas, il n'a aucun code et tu as le drame de cet enfant qui, quelle que soit l'époque où il vit, il est complètement perdu, il ne saisit pas où il est hors de son temps, il n'est d'aucun temps. Et c'est peut-être une des clés de lecture pour comprendre Spielberg, c'est que c'est cet homme qui, quoi qu'il fasse, sera ramené au passé. Il va traverser les époques parce que son cinéma le survivra. Il a fait 35 films, la vache. D'ailleurs, tu oublies, il a fait un épisode de Colombo qu'il a rendu célèbre, qui d'ailleurs se termine, le générique de fin se termine par un portrait fait à la main d'une version de Spielberg en vieille dame. Et je crois qu'il avait fait avant Duel d'ailleurs, qui était aussi un téléfilm, comme Colombo. Et tu vois, Spielberg, c'est un peu cet enfant dans Intelligence artificielle. D'ailleurs, il a dit en interview qu'il s'identifiait à ce personnage. C'est cet enfant qui, déjà, n'est pas un enfant comme les autres, qui est une création, qui a conscience de l'être et qui sera toujours, ne pourra pas vivre pleinement la vie qu'il souhaiterait, puisque en tant qu'enfant robot, il n'a pas de vie, entre guillemets. Et Spielberg, c'est peut-être ça. Spielberg sera toujours ramené à ce qu'il a fait avant. Et quoi qu'il fasse, notamment un film qui est censé être l'archétype de la modernité, qui est Ready Player One, qui est cet hommage aux jeux vidéo, tout ce qui est genre réseau, la recherche de l'easter egg, donc la recherche de ce qui est caché dans les jeux vidéo. Donc dans le Ready Player One, je crois que c'est l'Oasis. Spielberg aussi disait qu'il s'était identifié au héros car tu as ce personnage qui vit dans un monde. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que c'est censé être un monde futuriste, Ready Player One. Et pourtant, c'est un film qui est truffé de références d'années 90, puisque tu as la moto de Takeda dans le film Akira,
qui est un film un manga japonais des années, je crois, 80, si je dis pas de bêtises, fin 80. Tu as plein de références à son cinéma, parce qu'il y a eu une période de s'autociter. Et c'est étrange, cette vision de Spielberg, qui est pourtant étrange et pourtant, je trouve, juste. Ce film projeté dans l'avenir, ce futur complètement fou technologiquement, mais qui vit à travers des souvenirs du passé, notamment 80-90, et notamment dans l'autoréférencement, parce que je crois qu'il y a E.T. qui apparaît dans Ready Player One. Je sais qu'il y a un énorme indice sur sa propre filmographie. Et c'est ça aussi le drame de Spielberg, c'est que il sera toujours ramené à ces reliques-là du passé, quelle que soit son évolution. Et il avait dit en interview, et je pense qu'on va terminer là-dessus, qu'il s'est identifié au héros de Ready Player One dans la quête de ce héros qui part en avant à la recherche de cette oasis, qui est cet élément hors du temps, hors de la vie numérique, et qui est toujours ramené à ces références-là. Spielberg qui veut quitter ce monde d'autocitation, de name dropping, pour parler méchamment en anglais. Il veut quitter ce monde de name dropping, ce monde d'autoréférence, d'autocitation, de citation permanente, de nostalgie, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que le nouveau? C'est toute la quête justement de l'Oasis. Et je pense que c'est la quête de Spielberg, c'est peut-être jusqu'au dernier film aller vers quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été fait. Ce qui était d'ailleurs, et je pense que c'est la conclusion parfaite. Et là, j'ai une voiture qui passe, donc ça fait écho à ton scooter. Et c'était la quête de Kubrick. C'était la quête vers quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Et je pense qu'il y a une similarité entre la quête qu'avait Kubrick, cette recherche de la nouveauté esthétique, qu'il avait touché du doigt avec 2001 notamment, l'Odyssée de l'espace. Je pense que Spielberg a hérité un peu de la quête de son maître, qui est aller vers quelque chose qui n'a pas été fait avant et peut-être ne sera plus jamais fait après. Passe une bonne journée, mon Lorenzo. Ciao. Eh bien, c'est une très très bonne conclusion. J'ai rien d'autre à rajouter. En fait, tu as tout dit sur cette conclusion, qui est une très bonne conclusion. C'est vrai que AI, oui, c'est un film que j'ai adoré. Oui, je suis clairement d'accord pour le Real Player One. Écoute, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Nous allons continuer à faire d'autres podcasts de ce type-là, sous forme de correspondance. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on vous a appris des choses, ou du moins, voilà, donner une autre façon de voir les choses aussi que sur le cinéma. On va continuer et on continuera. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir et salut.